Alors, je vous remercie parce que nous en sommes à la 4e audition, mais d'une mission qui est tout à fait passionnante. Cet après-midi, oui. On a eu de beaux échanges et voilà, on s'occupe de patrimoine. Donc, on s'intéresse plus spécialement à la mission, au périmètre d'action des architectes de bâtiments de France. Et c'est passionnant. Mais ça nous occupe beaucoup. Donc, nous terminons aujourd'hui nos auditions par la DRAC, donc service déconcentré du ministère de la Culture à l'échelon régional, dont dépendent les UDAP, unités départementales de l'architecture et du patrimoine, au sein desquelles, je vous le rappelle, exerce une grande partie des ABF. Donc nous avons le plaisir d'accueillir M. Laurent Roturier, président de l'Association nationale des DRAC et directeur régional des affaires culturelles Île-de-France. Et M. Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles dans les Hauts-de-Seine, de France, Hauts-de-France, je vais me dire, région chère à notre rapporteur. Donc, d'abord, je vous remercie vous être rendu disponible parce qu'on avait besoin de vous écouter, de faire un point avec vous. Donc, cette mission est une initiative du groupe Les Indépendants Républiques et Territoires du Sénat qui ont désigné comme rapporteur notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà eu pas mal d'auditions. Nous avons en fait ouvert notre cycle d'audition en recevant la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, c'est-à-dire votre autorité hiérarchique, qui nous a fourni une analyse technique très approfondie. Nous avons également entendu plusieurs représentants des élus locaux, qui font partie aussi de vos interlocuteurs, ainsi que ceux de la profession d'ABF, dont certains sont vos agents au sein des UDAP. Donc on commence à avoir une vue d'ensemble. Mais l'éclairage central que vous pourrez nous apporter en tant que relais de la politique patrimoniale de l'État dans les territoires nous est maintenant indispensable pour compléter et éclairer ces points de vue, parfois divergents, qui se sont exprimés devant nous. Donc, nous avons la chance d'avoir deux directeurs de deux régions différentes, donc ça sera certainement fort intéressant. Je vous propose un propos liminaire d'une vingtaine de minutes, après quoi je donnerai la parole au rapporteur, puis aux collègues qui sont présents à nos côtés. Qui commence, M. Roturier, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais vous saluer Monsieur le rapporteur et l'ensemble des sénatrices et sénateurs pour leur présence cet après-midi et surtout vous remercier d'avoir accepté, ou en tout cas souhaité auditionner l'Association nationale des DRAC de France dans le cadre de votre mission sur un sujet d'importance que nous connaissons bien, nous, en DRAC, puisque les ABF sont sous notre autorité et pour lequel nous essaierons au mieux de contribuer aux travaux et aux réflexions de votre groupe de travail, Madame la Présidente. Peut-être vous demander de bien vouloir accepter les excuses de notre collègue Marc Drouet, qui devait venir compléter le triptyque cet après-midi pour donner une photographie la plus large possible des actions que nous menons en DRAC. Simplement, Marc Drouet a été, dans le cadre de ses fonctions, donc retenu par les obsèques de Mera Pivot, qui était cet après-midi à Lyon avec Madame Macron. Donc, il m'a demandé de bien vouloir vous transmettre ses excuses pour cette contrainte professionnelle de dernière minute et qui l'empêchait de se joindre à nous. Mais il a aussi contribué par écrit aux travaux. Donc, nous essaierons, avec Hilaire Multon, de faire le porte-parole de l'avis de nos collègues. Vous dire que nous avons sollicité naturellement aussi notre collègue DRAC pour vous donner une photographie la plus précise possible, qui sera celle de témoignages d'acteurs de terrain que nous sommes, qui mettons en œuvre les orientations qui sont décidées par la ministre de la Culture et les différentes administrations centrales dans l'ensemble des thématiques qui nous concernent, notamment celle du patrimoine et les orientations que nos équipes dans les UDAP, dans nos UDAP de chacun des départements, mettent en place. Merci également pour le questionnaire que vous avez bien voulu nous transmettre, ce qui nous a permis de préparer au mieux cette audition. Et peut-être à l'issue de celle-ci, nous essaierons avec Hilaire de vous mettre par écrit un certain nombre de données, de questions que nous allons aborder à l'oral, mais ce sera peut-être bien d'en avoir une trace écrite. Je vous remercie et vous pouvez même compléter. Voilà. Suite aux échanges que nous allons avoir, si vous souhaitez. Voilà. Peut-être quelques mots génériques sur les missions des DRAC. Donc, mission des DRAC, dont le décret de 2010 est venu
confirmer les orientations, les missions qui sont les nôtres, dans l'ensemble des domaines que le ministère de la Culture a à sa charge, que ce soit dans le domaine de la création, dans le soutien à l'action culturelle, et puis dans le champ patrimonial, naturellement, qui est une donnée importante de l'action qui est la nôtre, donc précisée par le décret de 2010, et qui est venu, là aussi, conforter un certain nombre d'actions qui sont les nôtres dans les réformes successives de l'État, qui ont vu les architectes des bâtiments de France, les UDAP, être rattachés au DRAC, ce que le décret est venu confirmer. Donc nos missions dans le champ du patrimoine sont évidemment nombreuses, que ce soit en termes de monuments historiques, en termes d'archéologie, en termes de musées, mais aussi en termes d'abord de protection, et peut-être une précision sémantique, parce que dans le vocable architecte des bâtiments de France, je constate, comme DRAC et mes collègues également, qu'on met beaucoup de choses. Et l'ABF est devenu souvent une figure un peu symbolique qui cristallise sur son nom, alors un certain nombre parfois de mécontentement, d'irritation, mais aussi de satisfaction, puisque nos métiers du ministère de la Culture, nous les mettons en œuvre dans le champ du patrimoine, à la fois dans nos équipes des conservations des monuments historiques, avec des conservateurs des monuments historiques qui vont agir sur les édifices protégés, les 44 000 édifices qui sont protégés au niveau national, dans le champ du patrimoine. Nous les mettons également en œuvre avec les architectes en chef des monuments historiques, les ACMH, qui ont un rôle bien défini, puisque ce sont des professions libérales qui ont en charge la maîtrise d'œuvre d'un certain nombre d'opérations, et notamment pour l'État, les monuments qui nous appartiennent. Sur les cathédrales, par exemple, ils ont cette charge de maîtrise d'œuvre. Et puis nos architectes des bâtiments de France, qui ont un rôle bien défini, à la fois sur les abords des monuments historiques, mais aussi avec des fonctions qui sont parfois des fonctions de conservation d'un certain nombre de sites, notamment sur les 86 cathédrales qui sont propriété de l'État. Nous avons un ABF qui en est le conservateur et le responsable unique de sécurité, ce qui est aussi un sujet, alors qui n'est pas exactement dans le cadre de votre mission, mais qui est un sujet que nous avons abordé et traité notamment depuis l'incendie de Notre-Dame, tragique, et depuis la mise en place du plan cathédrale sous l'autorité de la Direction générale des patrimoines de Jean-François Hébert, là aussi pour renforcer les questions de sécurité. Donc pour avoir évidemment une vision la plus large possible, nos ABF, c'est 189 architectes du bâtiment de France à l'échelle nationale. Vous donnez un ordre de grandeur, c'est pratiquement 500 000 avis rendus chaque année, 490 000, avec une forte augmentation sur la décennie écoulée, parce que les avis des architectes du bâtiment de France accompagnent aussi la montée en puissance et le développement des territoires. Et dans des périodes d'expansion économique, comme ça a été le cas, et notamment en sortie de crise sanitaire, on a vu le nombre d'avis rendus par les architectes des bâtiments de France évoluer de manière extrêmement importante et de manière très sensible. Donc un volume qui est tout à fait considérable dans l'action qui est la leur. Alors les principales missions que remplissent nos architectes des bâtiments de France, c'est évidemment, dans le cadre du Code du patrimoine, sauvegarder et conserver et mettre en valeur les sites protégés, qui relèvent du Code du patrimoine, donc alors, à la fois dans les sites patrimoniaux remarquables, mais aussi dans les expertises qui sont rendues en abord, dans les créations, j'y reviendrai dans quelques minutes, des plans délimités des abords, les fameux PDA, qui sont un des sujets. Donc ça, c'est une mission importante, et c'est le cœur de métier de nos architectes du bâtiment de France. Mais ils agissent également en interministériel, c'est-à-dire les ABF agissent rarement seuls, ils sont dans un cadre interministériel et notamment dans le cadre départemental, en termes de sauvegarde des sites naturels qui sont protégés au titre du Code de l'environnement. Donc ils rendent des avis, là aussi pour le compte du ministère de la Transition écologique, au titre du Code de l'environnement, sur les sites classés et sur les sites inscrits. Ils participent dans la plupart des cas aux commissions départementales de la nature, du paysage et des sites, qui sont placées sous l'autorité de chaque préfet de département. Et c'est évidemment un rôle important. Ils ont également cette fonction, dans ce cadre un peu général que j'exposais, de lien avec les services patrimoniaux de la DRAC, pour agir notamment dans la fonction de contrôle scientifique et technique.
La mission de contrôle scientifique des techniques, des travaux sur les immeubles classés ou inscrits. Les UDAP et les ABF sont notamment chargés d'établir la complétude des dossiers, de les transmettre ensuite. Donc ils ont cette mission qui est importante, qui est une mission vraiment de premier degré et de premier abord avec les propriétaires. Et puis, comme je l'évoquais, ils peuvent être conservateurs d'un certain nombre d'édifices comme les cathédrales de l'État. Et enfin, leur quatrième grande mission, pour être schématique et laisser du temps au débat, c'est une mission de conseil. Une mission de conseil au titre de la qualité paysagère. Ils travaillent beaucoup et nous travaillons beaucoup, notamment avec les CAUE, les conseils en charge d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement qui sont placés auprès de chaque conseil départemental. Donc ça, c'est une mission de conseil qui est importante. J'ai quelques exemples en tête. Lorsqu'on a des projets d'aménagement en termes éoliens, par exemple, en termes de grands équipements, des infrastructures ferroviaires, des liens en haute tension, on a ce travail de conseil qui est très en amont. Pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de conseils, c'est pratiquement 200 000 conseils qui sont donnés chaque année par nos architectes des bâtiments de France dans cette mission qui est importante et qui n'est pas forcément celle qui est la plus connue. Voilà donc sur les grandes missions qui sont les nôtres. J'évoquais tout à l'heure la hausse de l'activité qui a été constatée dans toutes nos UDAP, avec tous mes collègues DRAC, à la fois en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires ultramarins, parce que j'ai coutume de dire à nos ministres que le soleil ne se couche en réalité jamais sur la culture et le patrimoine français, puisqu'il y a toujours le soleil qui se lève en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Polynésie, à Saint-Pierre-Miquelon un peu moins, et ici sur les territoires métropolitains. Et à chaque fois, on a une action d'une DRAC qui est dans ce cadre-là, et la plupart du temps également la présence d'architectes des bâtiments de France, qui souvent d'ailleurs dans les territoires ultramarins, dont je me fais le porte-parole aujourd'hui, a des fonctions un peu plus élargies, puisqu'ils ont parfois même une fonction de CRMH, de conservateur régional des monuments historiques, avec une compétence métier patrimoine qui est importante. Et je pense dans cette réflexion, la présence d'architectes des bâtiments de France dans les territoires ultramarins est un sujet d'importance pour accompagner la qualité paysagère et patrimoniale de ces sujets. Voilà. Donc j'évoquais cette très forte hausse, puisqu'on avait à peu près 300 000 dossiers en 2010, pratiquement 500 000, 490 000 en 2023. Donc on voit la marche qui a été franchie, avec en période de crise sanitaire, en sortie de crise sanitaire, là une très forte hausse, parfois même une explosion. Alors, on a pu mesurer d'ailleurs, à l'aune des avis rendus par les différentes UDAP, comment nos concitoyens s'étaient emparés, ici en Ile-de-France, du sujet sortie de crise sanitaire. Et on a vu, contrairement d'ailleurs aux idées reçues, on a dit mais ils sont partis à l'île de Ré, Noirmoutier, etc. Non, on a vu sur l'Essonne, sur notamment les Yvelines, et les autorisations pour le département des Yvelines, pour la première fois, ont dépassé les autorisations données sur Paris, en sortie de crise sanitaire en 2022. Donc c'était assez intéressant de voir comment nos concitoyens, finalement, se sont emparés du sujet sortie de crise sanitaire et quelles sont les actions qu'ils ont engagées dans les différents lieux ou domiciles dans lesquels ils pouvaient exercer. Un délai moyen d'instruction qui est à peu près stable, on est autour de 22 jours en moyenne. 22 jours en moyenne, et un nombre de refus, là aussi, parce que c'est souvent un sujet évidemment d'irritation, qui est autour de 6 à 7% au niveau national, variable d'un département à l'autre, d'un territoire à l'autre, mais on est sur ce taux-là de refus. Pour brosser ce paysage, là aussi, en termes quantitatifs, on a un peu moins d'1 millier de recours chaque année, donc à mettre en parallèle avec les 490 000, 500 000 avis qui sont rendus, donc un peu moins d'1 millier de recours qui sont émis contre les avis des ABF. Et peut-être dire que ce qui est important, c'est depuis notamment la circulaire que la ministre de la Culture, Madame Nyssen, avait mis en place après la loi Elan, c'est la forte montée en puissance de la médiation et des dispositifs de recours. Médiation dans une région comme la mienne, en Ile-de-France, nous avons doublé, puisque nous avons maintenant 2, et les recours sont gérés par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, présidée par un élu, je rappelle, et nous avons, nous, maintenant 2 maires qui sont en charge de la médiation. C'est un dispositif extrêmement intéressant,
qui aboutit dans la plupart des cas d'ailleurs à un accord. On a plus de 80 ou 90% d'accords en processus de médiation. Et puis évidemment toute la dimension des recours qui se poursuivent et qui peuvent être amenés ensuite à aller sur un recours auprès du tribunal administratif, mais ça représente quelques infimes pourcentages si on met en regard avec le volume des avis qui sont rendus, même si ce sont ces recours-là, qui souvent sont un motif de crispation. Voilà, 200 000 conseils. Et puis peut-être, là aussi, dans l'actualité qui est la nôtre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, c'est l'évolution des métiers. L'évolution des métiers en lien avec l'évolution des technologies. Et peut-être les auditeurs précédents vous en ont parlé, ce déploiement de ce logiciel, donc Patronum, qui consiste à dématérialiser l'ensemble des autorisations d'urbanisme depuis toute la chaîne, c'est-à-dire depuis le départ en collectivité jusqu'à l'arrivée au sein de l'UDAP. Et c'est évidemment là un point extrêmement important parce que c'est un changement des métiers. Ça allège le temps de traitement. Ça allège pas le temps de travail de l'ABF, mais ça allège le temps de travail de ces équipes. D'où tout ce que l'on met en place avec la Direction générale des patrimoines pour, là aussi, accompagner ces transformations des UDAP et favoriser le temps, notamment le temps du conseil, le temps en amont, en automatisant tout ce qui peut l'être, notamment en termes de processus d'instruction et le déploiement de Patronum, aujourd'hui, je crois, enfin, assez remarquable sur le territoire, puisqu'on est pratiquement à 70 ou 80% de déploiement, donc dans des temps relativement courts, et avec là aussi une accélération des métiers qui a eu lieu et qui s'est mis en place sur ce sujet-là. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû couper le téléphone. Voilà, donc avec de nombreux bénéfices pour la dématérialisation, bien sûr. C'est un point qui est extrêmement important et qui fait en sorte que nos collègues dans nos UDAP soient le plus à même possible de participer à ce travail de conseil. Je ne vous cacherai pas qu'on a eu ces dernières années des difficultés en termes de ressources humaines et en termes de recrutement. L'attrait de la profession s'est étiolé. Ça se constate par les inscriptions au concours, parce que les ABF sont formés avec un niveau de formation tout à fait important, et notamment avec Chaillot. Un étiolement de l'attrait du concours, alors qu'il faut remettre en perspective avec, d'une part, les jeunes générations qui aujourd'hui voient plutôt le concours comme un repoussoir plutôt que comme un attrait, comme ça a pu être le cas pour nos générations à nous. C'est qu'il y a un changement, il y a une bascule. Donc c'est un sujet, mais qui n'est pas propre aux ABF, qui est un sujet pour la fonction publique en général, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Donc le concours est devenu aujourd'hui, et je le constate pour régulièrement rencontrer des jeunes en formation, soit qui viennent en stage à la DRAC ou dans les écoles d'architecture, c'est devenu un repoussoir. Et ce qui s'est traduit très concrètement par une diminution drastique du nombre de candidats à l'entrée à l'école de Chaillot. J'ai en tête il y a 2 années où il y a eu 12 postes ouverts, et je crois qu'on a eu 4 élèves qui ont été retenus, et à l'arrivée 3, puisque un n'était vraiment pas au niveau, et 3 seulement pourvus. Donc on a cette difficulté de ressources humaines que je ne veux pas vous cacher, parce que ça a été un sujet pour mes collègues DRAC et moi-même sur les 4 ou 5 dernières années, qui nous a amené souvent à tirer la sonnette d'alarme, à la fois auprès de la direction des patrimoines et auprès du secrétaire général du ministère de la Culture et des ministres successifs, parce que cette attractivité-là, aujourd'hui, elle est questionnée. Elle est questionnée, et sans la compétence et sans des experts métiers, on aura beaucoup de mal. Alors, on a eu des solutions, le ministère a été très proactif, puisqu'on a pu développer le recours contractuel à des architectes contractuels, mais qui n'ont pas la possibilité de signer les actes. Donc c'est un renfort, mais la signature de l'acte est aujourd'hui celle qui prend évidemment le plus de temps à l'ABF, donc ça n'a pu que pallier. Mais on a encore ce sujet devant nous. Je ne pourrais pas vous le dissimuler, de rendre ce métier attractif. C'est un beau métier. Il permet aussi de faire en sorte que la France et notre pays gardent la qualité de ses paysages, la qualité de son patrimoine. Il suffit d'aller dans d'autres pays étrangers, et on voit très vite d'ailleurs dans des pays où il n'y a pas d'architecte des bâtiments en France, ça se remarque très vite. Même quand on circule sur le territoire national,
on peut s'en rendre compte de l'activité, mais c'est un point de préoccupation majeur pour nous, comme directeurs, directrices régionaux, d'avoir demain des équipes formées, compétentes. Avec des générations aujourd'hui, moi je constate quand même que les jeunes ont vraiment intégré cette question de l'évolution de leur métier, notamment en termes de conseils, en amont, pour pouvoir nourrir ce qu'ils vont apporter auprès des élus. Il faut également voir que les réformes de l'État successives ont contribué au fait que les architectes des bâtiments de France sont maintenant, et notamment en zone rurale, les derniers services qui bénéficient d'une expertise en termes de droit du sol. On l'a vu après, lorsque les directions départementales des territoires, les DDT, n'ont plus le rôle de l'instruction des permis de construire. Souvent, les élus, et souvent en zone rurale, se sont retournés et se retournent encore vers les ABF pour demander une expertise qui va au-delà des missions des ABF, mais qui soit une expertise métier droit du sol, donc au-delà des missions. Et ça, c'est un fait que l'on constate en territoire rural. Et puis on a aussi dans nos collègues DRAC, je pense à ce que nos collègues DRAC de Bretagne ont pu mettre en œuvre, un accompagnement des collectivités, notamment des collectivités les plus petites, des communes rurales, sur la question de la maîtrise d'ouvrage. Puisque vous savez que depuis la réforme de maîtrise d'ouvrage, nous n'avons plus l'État de la compétence de maîtrise d'ouvrage. La DRAC de Bretagne l'a fait maintenant depuis plusieurs années. Ça a été repris d'ailleurs dans l'excellente étude que le Conseil d'État a menée l'an passé sur le dernier kilomètre, l'action publique sur le dernier kilomètre, et où l'action menée en termes de conseil, d'accompagnement, mais avec là aussi des moyens humains importants, puisque en Bretagne, vous avez trois architectes des bâtiments de France par département. La réalité étant aujourd'hui, on a la moitié des départements où il y a un seul architecte des bâtiments de France. Donc il y a aussi une question de priorité, mais ça peut se faire. Et la question de la maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement, du conseil aux élus, c'est sûrement un des sujets pour lesquels nous sommes les plus sollicités aujourd'hui et pour lesquels nous avons besoin de faire évoluer nos actions. Donc nous sommes, vous l'avez compris, nous des ardents promoteurs du travail fait par nos architectes des bâtiments de France. On est conscient aussi, enfin, comme dans toute organisation humaine, il peut y avoir aussi ici ou là des difficultés que nous essayons de résoudre, mais de l'action qui est la leur, de l'ampleur des tâches qui leur incombent et de la qualité d'expertise que les architectes des bâtiments de France peuvent mettre en place. Nous sommes à l'aube aussi de transformations et de transitions très importantes, sur la transition écologique notamment. Alors, c'est peut-être pas dans la mission, dans votre mission, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mais ce sujet-là, évidemment, est un sujet de préoccupation. C'est un sujet passionnant. Nous avons pu, en Île-de-France, mener quelques journées d'études. Mais quels seront les visages de nos villages, de nos villes, demain ? Et notamment, on a eu ce sujet dont Madame la Ministre de la Culture s'est saisie, de l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, dont on peut craindre aussi une forme d'uniformisation et une perte de la qualité de ce qui fait la qualité de nos travaux. Ce qui nous incite, nous, à travailler beaucoup, là aussi, en interministériel. Nous avons pris en Île-de-France, mes collègues l'ont fait également, une initiative de travailler avec la direction, nos collègues de la DRIAT, d'aménagement. Et je laisserai quelques exemplaires, Madame la Présidente. J'ai pris de ce que nous allons faire. C'est une petite brochure qui est préfacée par le préfet de région sur les questions de patrimoine et de transition énergétique ici en Île-de-France. C'est-à-dire comment aussi nous avons en amont à conseiller les élus, les collectivités, les porteurs de projets pour faire en sorte que nous ayons bien sûr accompagné la transition énergétique et la transition écologique, qui est un point majeur dans un temps extrêmement court. Donc on a bien la conscience de ce qu'il faut mettre en place, mais aussi de prendre en compte la dimension patrimoniale et la qualité architecturale, paysagère de nos villes. Voilà peut-être pour ce propos introductif un peu long. Vous pouvez m'excuser, mais on a essayé avec Hilaire d'avoir une dimension la plus large possible. On aura aussi peut-être quelques propositions à faire en termes de simplification, d'évolution des missions, mais peut-être les quelques mots que je voulais donner en introduction. À moins qu'il y ait peut-être des points compléments de ce que j'ai pas pu Souhaitez-vous compléter, s'il vous Je crois plaît ? que le président de l'association a une vue large. Moi, je vais donner des exemples concrets, parce que je pense qu'il faut être précis. Je pense que Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, c'est des services très importants, les UDAP, parce que pour un ministère qui n'a pas de niveau départemental, faut-il le rappeler, nous sommes des directions régionales sous l'autorité des préfètes et préfets de région. Nos unités départementales d'architecture du patrimoine, dont Laurent Roturier a présenté les missions, sont des interlocuteurs réguliers des élus, notamment dans les départements les plus éloignés des villes-centres.
Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'une direction régionale, il y a 5 départements. Ce qui permet d'aider le rapport d'abord au préfet. C'est-à-dire que l'État doit fonctionner avec une logique très proche, très interministérielle, et nous nous y appliquons. Ce n'est pas évidemment transposable à l'ensemble des régions et à l'ensemble du périmètre régional. D'abord, ce sont des relations d'autorité. L'autorité hiérarchique des chefs du DAP, c'est le directeur ou la directrice régionale. Donc nous les évaluons, nous leur donnons un cap, et ils sont régulièrement présents dans les réunions départementales qui se tiennent sous l'autorité des préfètes et préfets de département le lundi matin, quand il y a des sujets sensibles, quand il y a des enjeux particuliers. Donc ils ont une relation fonctionnelle de travail constante et régulière auquel nous les incitons. Nous animons en plus notre réseau des ABF. Dans chacune des DRAC, nous avons des collèges ABF où nous associons l'ensemble des acteurs de la chaîne patrimoniale. Ça va bien sûr de l'archéologie, quand il y a une prescription archéologique, jusqu'aux conservateurs, et avec les politiques des abords, évidemment, cette relation de travail entre les conservations régionales, les monuments historiques et les UDAP, elle est essentielle. Il y a une notion de collégialité quand il s'agit d'instruire un projet de restauration. Et donc cette relation de travail, nous nous employons, je crois qu'il y a eu des groupes de travail, des vadémécum qui ont été utilisés en interministériel à l'entretenir à travers ce qu'on appelle les collèges ABF, qui donnent de grandes orientations. Vous évoquiez la question des stratégies régionales en matière d'architecture. Eh bien, en lien avec la Direction générale des patrimoines, nous travaillons à des définitions de guides d'intervention, d'autant plus que dans certaines régions, l'État a des politiques prioritaires, a des territoires sur lesquels il a une attention et des moyens et des leviers d'investissement. Dans la région qui m'a été confiée, il y a par exemple l'engagement pour le renouveau du bassin minier ou le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. Donc nous rappelons, et c'est la mission, je crois, d'un chef de service, de rappeler à des agents qui sont sous son autorité, qui sont définis par un cadre d'intervention inscrit dans le Code du patrimoine, qu'il y a des engagements interministériels en termes de développement, d'attention aux populations, de spécificité. Je me permets de le dire pour être tout à fait concret, et parce que les ABF sont en réunion le lundi matin avec nous, ou chaque lundi matin en fonction de la temporalité. Autre élément, vous évoquiez la question des crédits, puisqu'il y a des crédits d'entretien courant des monuments historiques placés sous la responsabilité de l'État, bien sûr les cathédrales, mais aussi dans un certain nombre de cas des monuments. Je pense à l'Aisne, au rapporteur de la commission, le château de Coucy est propriété de l'État. Un certain nombre de carrières sont sous propriété de l'État et dont nous sommes propriétaires et de ce fait responsables de leur bon entretien et de leur bonne conservation. Donc des lignes de crédit sont dédiées chaque année pour cette conservation et nous adaptons par rapport aux besoins. S'il y a des chantiers très lourds pour la conservation d'un certain nombre d'édifices, on a pris un certain nombre de décisions, par exemple sur la cathédrale d'Amiens, qui est la plus grande cathédrale de France. On peut mettre une Notre-Dame, Laurent de Amiens. On peut mettre 2 Notre-Dame. Eh bien, il y a des enjeux d'intervention qui se font sur ces crédits d'intervention courants, de fonctionnement et d'entretien courant. C'est l'une des missions du chef du DAP, qui est aussi, ou d'un de ses adjoints, responsable unique de sécurité et conservateur des monuments de l'État. Je voulais également insister très rapidement pour faire écho sur les recours et donner les évolutions des chiffres qui ont été donnés évidemment par mon collègue. On retrouve ces progressions de manière spectaculaire avec des chiffres assez proches en termes d'évolution dans les Hauts-de-France. Pour prendre cet exemple, on est passé de 38 000 avis à 40 000, soit de 2022 à 2023, en une seule année. Et tous les départements sont concernés. Les départements les plus urbains, c'est le cas du Nord, mais aussi un département comme l'Aisne, qui passait de 4 000 avis à 4 200 avis. Le nombre de recours est à peu près stable, autour de 90. Ils ont cru, ils sont instruits en commission régionale du patrimoine, et comme cela a été évoqué, nous avons désigné une médiatrice, une élue, au-delà du fait qu'il y a une présidence de CRPA qui est assumée par un élu, en l'occurrence le vice-président culture de la région, par une maire de zone rurale, issue de l'Oise, qui assure ces médiations, qui ont effectivement doublé, donc ce qui montre le caractère vertueux de cette logique de médiation. Conciliation, médiation, attention aux dynamiques économiques, au développement des territoires, qui sont rappelés avec les politiques globales portées par l'État au niveau régional et territorial, qui m'amène à évoquer le périmètre délimité des abords, qui je pense est une clé inscrite d'ailleurs dans la feuille de route qui avait été travaillée. Vous nous interrogiez sur cette feuille de route. Je crois que le directeur général des patrimoines y est venu avec une 60aine de mesures et 9 axes qui sont dedans. Les PDR, c'est une première réponse, mais un PDR, c'est particulièrement lourd, parce qu'il y a enquête publique, parce qu'il y a sollicitation des élus à travers les assemblées délibérantes, et parce qu'il y a un temps long. Des propositions pourraient être faites lorsque nous protégeons un monument historique, lorsque nous protégeons un site, d'accompagner, dans le cadre de la protection, un périmètre délimité des abords. Dans ce même mouvement,
de protection qui est au cœur des politiques du ministère de la Culture qui sont suivies et qui sont donc placées au final sur la signature des préfets. Je prends l'exemple de la région dont j'ai la responsabilité. Effectivement, les PDA, il y en a très peu, sauf dans un département, la Somme, où on en a 140. Ce qui est beaucoup rapporté au nombre de PDA nationaux, 3000. Et donc, ça suppose évidemment une souplesse législative, une capacité à accompagner les collectivités dans les politiques et l'accompagnement de cette procédure inscrite dans le Code du patrimoine avec un temps administratif qui peut aujourd'hui qui accompagne les PLU ou PLUI et qui pourrait accompagner demain des mesures de protection d'un bien immeuble. Enfin, je voudrais terminer sur les obstacles. Vous soulignez les questions de contraintes. Laurent Roturier l'a évoqué, il y a des questions d'effectifs. Pour prendre des exemples précis, bien sûr que dans la mission d'accompagnement de l'urbanisation, des projets de développement économique, des projets d'aménagement en abord des monuments historiques, et avec les politiques qui ont été portées au titre d'Action Cœur de Ville, par exemple, ou de Petites Villes de demain, notamment à la faveur de l'ambition de la NCT, ces enjeux sont très importants. Le problème, c'est qu'on est à périmètre ISO constant en matière de plafond d'emploi. Donc si on veut plus de monde dans les UDAP, il faut les prendre ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et les syndicats m'en ont voulu d'ailleurs. Mais c'était un choix clairement assumé. D'abord pour avoir un nombre qui permette à un ABF, quand il n'est pas là, d'être remplacé. On a des départements où il y a des risques et un problème qui se pose, qui est celui de l'attractivité et des transformations du concours d'entrée à Chaillot et de l'attractivité, notamment par rapport au réseau des écoles nationales supérieures d'architecture. Ces carrières d'architectes du patrimoine ou d'architectes des bâtiments de France, aujourd'hui, sont peu attractives pour les jeunes diplômés des écoles d'architecture. Et donc, construire des liens pérennes avec ces écoles, ça suppose de mieux se connaître, de faire des journées dédiées aux architectures du patrimoine, ce que l'on a pu faire et ce que certains de mes collègues ont fait avec le réseau, sous l'autorité du ministère, des écoles nationales supérieures d'architecture. Donc, vous voyez, c'est quelques éléments que je souhaitais apporter. Et comme mon collègue Laurent Roturier, on est à l'écoute de la commission, de vous-même, Madame la Présidente, et Monsieur le rapporteur, sur des compléments. Merci. Eh bien, justement, j'ai passé la parole au rapporteur. Oui. Merci beaucoup de votre présence et des éclairages très concrets qui ont été apportés. C'est bien, ça donne du corps à ça. Ma première question sera une question sur les ressources humaines. On comprend bien depuis le début l'explosion, je me répète, mais des missions, l'inflation des demandes et les effectifs constants ou baissants qui rendent l'équation hyper compliquée. 2, on entend les difficultés de recrutement qui sont vraies dans ces métiers, qui en vérité sont vraies dans la fonction publique, qui en vérité maintenant sont vraies à peu près partout et dans tous les métiers tout le temps. Bon, donc chacun y est confronté. Mais c'est même pas dans la profession d'ABF, parce que comme vous disiez, c'est un peu l'emblème ou le paratonnerre, je ne sais pas quel est le bon mot, mais il travaille avec pas mal de gens autour d'eux qui ont un rôle extrêmement important. Et ce que beaucoup de collègues ont dit depuis le début, c'est, et en général toujours, j'ai été confronté à des super ABF, à des gens avec qui j'ai travaillé dans les UDAP, ça allait top. Et des fois, il y a des gens qui, sur des territoires et pendant des périodes, ont cristallisé énormément de difficultés. Je ne veux pas dire qu'ils mettent le territoire à feu à sang, mais enfin vraiment, on sent que ça cristallise. Et bon, voilà. C'est des réalités qu'on a tous vécues et que visiblement chacun a vécues. Bon. Et la question que je vous pose, je me doute qu'elle est très abrupte et que vous ne pouvez pas m'apporter la réponse aussi simplement et qu'il y a les difficultés de RH. Mais comment on gère quand c'est comme ça ? Comment on gère ce type de situation qui peuvent mettre en difficulté une partie des maires et des citoyens dans un territoire ? Ma deuxième question, vous avez parlé du travail avec les CAU, etc. Et souvent est revenue l'idée d'une forme de cahier des charges ou de guide à l'échelle des territoires à destination des maires pour leur faciliter un peu la vie quand on vient demander des travaux qu'on veut faire chez soi, etc. Bon. Est-ce que ça, parce que comme ça a l'air d'être frappé au coin du bon sens, hein, mais est-ce que ça, c'est ça vous paraît souhaitable, et 2, est-ce que ça vous paraît réalisable ? Ou est-ce que c'est un travail tellement titanesque voilà, je vais avoir votre avis sur la question. Et puis ensuite, sur le management, vous en avez fait, l'animation du réseau, vous en avez parlé. Sur le sujet des recours, le médiateur paraît, pour tous ceux qui sont, passez l'expression, dans le métier, quelque chose de très connu. Je ne suis pas certain du tout que ça le soit par la population, c'est certain, même par les élus assez peu.
Donc il y a sûrement, j'imagine, un travail de pédagogie et mieux faire connaître leur rôle et ce qu'ils font, parce que ça a l'air de rendre de vrais services. Et sur l'échelle, alors évidemment, vous êtes à l'échelle régionale, donc ma question ne vous dira pas trop, mais c'est aussi souvent revenu dans les débats, c'est ces commissions de recours, est-ce qu'il ne serait pas mieux de les départementaliser? Peut-être pour améliorer le délai de traitement, mais je ne sais même pas si c'est le sujet vraiment, mais c'est juste avoir des gens qu'on connaît qui siègent dedans, enfin qu'on connaît, c'est pas pour que ce soit le copain qui siège dedans, mais si vous voulez que tout ça, c'est un peu plus en chair et en os qu'un truc qui part où on ne sait pas bien qui va le regarder. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je réponds, madame la présidente. Alors, peut-être sur vos 4 questions. Alors, sur les sujets de ressources humaines, d'abord, rappeler que les équipes des USAP, ce sont des toutes petites équipes. De 4 agents, j'ai connu ça dans mes fonctions antérieures en Ariège, vous aviez 4 agents, jusqu'à 16 pour les plus importants. C'est le cas ici, Yvelines et Paris. Donc, ce sont des toutes petites équipes. Donc, dès qu'il manque une personne, pour X raisons, formation, maladie ou autre, ça met les équipes en difficulté et en tension. Et sûrement que ces tensions-là, elles irriguent aussi parfois, ou elles crispent dans la relation lorsqu'on n'a pas pu avoir son entretien, son rendez-vous, et qu'on a son dossier qui est pas traité. Maintenant, il est traité à vitacite. Hein. Ça, les ABF, ils ont dû vous le dire, n'aiment pas beaucoup faire la vitacite, mais c'est quand même aussi une réalité. Lorsqu'on n'a pas pu le traiter, il est accepté tacitement. Sur les situations difficiles, alors, il y a plusieurs éléments d'analyse dans votre question, monsieur le rapporteur. Bon, d'abord, moi, je crois qu'il y a aussi une question de génération. Quand j'ai pris mes fonctions en DRAC, là, maintenant, il y a un peu plus 12 ans bientôt, j'avais encore dans mes équipes des ABF qui avaient connu l'époque où ils faisaient la maîtrise d'œuvre. Donc il faut aussi voir comment ces métiers ont évolué. C'est-à-dire on a eu j'avais des architectes du bâtiment de France qui avaient du mal à se mettre en ligne avec les nouvelles orientations, et notamment avec leur statut de 2004. Donc ça, c'était un point qui existait. Les questions de la formation de Chaillot, qui intégrait assez peu les questions. Donc on a, enfin moi mon constat quand même pour l'avoir vécu dans plusieurs DRAC maintenant. Il y a une question générationnelle et les jeunes générations sont extrêmement bien formées, compétentes et imprégnées de la question de négociation. Et puis il y a notre travail à nous de chef de service. Et pour répondre à votre question, lorsqu'il y a un cas difficile, moi ça m'arrive assez régulièrement d'avoir un échange en général avec le préfet de département concerné, le préfet de région ou le préfet de région, ou avec le porteur de projet. Et puis lorsque nécessaire, de faire savoir aussi aux collègues concernés qu'on n'est pas en accord avec la manière dont le dossier est traité. Ça, c'est vrai pour les ABF, mais c'est vrai pour l'ensemble des services avec lesquels on travaille. Et ça me permet d'ailleurs de répondre à votre dernière question avant-dernière question sur la médiation. C'est assez récent, puisque c'est issu des dispositions de la circulaire de 2019, signée par François 2017, je crois, et qui a mis en place ce dispositif de médiation, et dont on peut témoigner, nous les DRAC, au quotidien, qu'il est extrêmement précieux, apprécié et utile, puisque dans l'immense majorité des cas, on arrive à trouver un accord avec le pétitionnaire, et d'ailleurs souvent un retrait de dossier, on va dire mais oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu un dialogue qui s'est instauré, et le fait que ce soit une médiation, que ce soit un élu qui reçoive un pétitionnaire, un autre élu, c'est évidemment toujours intéressant, ça évite de mettre en porte-à-faux parfois l'administration, même si on dit la même chose. Mais, donc c'est un dispositif qui mériterait d'être mieux connu. Pour nous, en Ile-de-France, il s'est traduit par concrètement un doublement, puisqu'on a maintenant deux maires qui font ce travail de médiation, et dans l'immense majorité des cas, on arrive à trouver une solution. Et puis, lorsque on n'a pas trouvé de solution, il y a toujours la possibilité des recours, la CRPA section 2 qui se réunit tous les mois et qui traite les recours. Donc c'est vrai qu'il y a ce décalage quand on regarde le nombre finalement et de recours et de médiation qui est très faible par rapport au volume d'avis rendus. Mais c'est vrai que et sûrement peut-être dans notre société où là aussi il y a des évolutions extrêmement profondes, l'ABF il a ce pouvoir de prescription et il a également aussi ce rôle de veiller à l'application de règles mais qui ne sont pas forcément définies par lui. Lorsque vous êtes dans un site patrimonial remarquable, ce sont les règles qui sont définies par la commune ou par l'intercommunalité, dont l'ABF a la charge de veiller. J'ai quelques exemples où on est, monsieur le maire, ou madame la maire,
l'ABF a refusé parce que c'est vous-même qui vous êtes donné cette propre règle dans votre site patrimonial remarquable. Donc, c'est aussi parfois, et la ministre a parfois cette expression qu'elle emploie, c'est un peu comme les inspecteurs des impôts. C'est-à-dire qu'on aime bien quand l'inspecteur des impôts va faire entrer de l'argent, mais on n'aime pas quand il fait du contrôle. Voilà, donc on a cette profession-là, l'ABF, qui est souvent mise en porte-à-faux parce qu'elle fait aussi appliquer des règles qui sont pas celles qu'il a définies. Voilà. Peut-être sur votre question sur la départementalisation des commissions recours. Je pense à mes collègues DRAC, nous, on n'y est pas favorable pour deux raisons. D'abord, la première, parce que nous sommes des petits services, peu nombreux, donc découpés comme ça en 8, en 10, en 12, ou quand vous avez en Occitanie 13 départements, c'est évidemment très, très complexe à gérer. D'ailleurs, je me propose qu'on avait les commissions des objets mobiliers qui auparavant étaient traitées au niveau de chaque département, qui ont été remontées au niveau régional. Donc ça, c'est la première raison, mais c'est pas la plus importante. La seconde raison qui, pour moi, n'irait peut-être pas, monsieur le rapporteur, dans le sens que vous indiquez, c'est qu'il faut aussi trouver la bonne distance. C'est-à-dire la commission recours, il faut qu'elle prenne un petit peu de recul par rapport à des questions locales. La commission recours, là aussi, elle est présidée par le président de la commission régionale, qui est un élu. Donc, moi, l'expérience que l'on peut avoir, c'est que c'est plutôt un bon niveau, c'est un bon échelon. Elles sont connues, elles sont placées au niveau régional, mais elles se sont tenues d'ailleurs beaucoup en visio pendant les périodes de confinement, de crise sanitaire, et les sénateurs Blé y a participé. Donc ce sont plutôt le bon niveau du niveau régional pour avoir la bonne distance par rapport aux questions des recours. Et recours dont, je rappelle, la commission régionale transmet un avis au préfet de région. Donc c'est un avis. La commission recours n'est pas décisionnelle. Et là aussi, donc, on a parfois le préfet de région qui ne va pas forcément suivre l'avis de la commission. Voilà. Mais dans la plupart des cas, il suit l'avis de la commission. Ça, c'est assez variable d'un territoire à l'autre. Et puis, dernière question sur le travail en direction des territoires. Ce guide avec les CAUE, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de passerelles à renforcer entre les CAUE et les missions des ABF, notamment sur toute la partie conseil, les 200 000 avis qui sont rendus chaque année, parce qu'on a aussi dans les CAUE des compétences métiers qui sont assez identiques, puisque les CAUE ont plusieurs ont des équipes d'architectes et des compétences métiers qui sont réelles. Donc nous, on est assez favorable à ce travail commun, conjoint, et pouvoir au niveau départemental, et on pratique, mais renforcer toute une série d'actions de sensibilisation, d'information, de séances avec les associations de maires, de guides, ça me semble effectivement une très bonne piste pour laquelle nous sommes en phase avec vous, monsieur le rapporteur, pour avoir dans chacun des territoires finalement un peu ce guide patrimonial qui est important et qui permet d'avoir de la visibilité. Je vais compléter. Revenir sur la médiation. Donc, vous avez dit le nombre a doublé. Mais il y a un grand succès, donc. C'est-à-dire que le fait que, d'abord, la médiation n'intervient que quand c'est un pétitionnaire qui va contre l'avis du maire. On est bien d'accord. Donc, enfin, qui n'est pas d'accord avec l'avis du maire. Voilà. Et donc, c'est un succès, ça se passe toujours bien. L'ABF, pardon. Oui, mais c'est le maire qui lui transmet l'avis de l'ABF, puisque c'est à la mairie qui demande. Voilà. Donc, est-ce que voilà, c'est toujours avec succès ou est-ce qu'il y a des cas où ça ne va pas? Ensuite, par rapport au travail des ABF et toutes les missions qui leur incombent, depuis qu'on fait des auditions, on a bien conscience que quand même, ils ont une étendue assez large au niveau de leur mission. Et vous en avez cité une qui est celle qui concerne la sécurité russe. Et tout à l'heure, on a auditionné justement les architectes des bâtiments de France, et nous, ça nous avait un peu interpellés. Si on devait leur enlever une mission, parce qu'ils sont des architectes quand même de formation, donc est-ce que si on souhaitait leur enlever cette mission-là, quels seraient pour vous les services départementaux les plus adaptés, la DDT, les services d'incendie? J'en sais rien. Comment est-ce qu'on pourrait faire?
Vous avez parlé de l'attractivité du métier et des effectifs. Nous, on sent bien depuis qu'on y est que quand même les effectifs, c'est compliqué. 189 ABF, bon, les UDAP, vous avez expliqué, ce sont toutes des petites unités. Mais vous avez parlé de contractuel. Mais le contractuel, comme vous avez dit, n'a pas la signature, il n'a pas la formation. D'accord. Mais dans les UDAP, à part les ABF, donc les autres personnels ont la signature ou c'est que... Il préinstruit. Bon, attendez, je finis, puis après... Voilà. Et la dernière chose à laquelle je suis très attachée pour y être, non, avant-dernière, intervenue souvent en PLF, cette assistance à maîtrise d'ouvrage qui en Bretagne s'exerce et qui franchement est appréciée de la part des collectivités. Donc c'est une question simple. Si on devait la généraliser à tous les départements, il faudrait combien d'ABF supplémentaires? Et enfin, vous avez parlé de ce fameux guide d'intervention. Vous avez dit tout à l'heure, M. Hilton, alors vous y êtes revenu, M. Roturier, mais vous êtes en cours d'élaboration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Est-ce que ça va correspondre à ce dont on a besoin? C'est-à-dire que ça va être une aide avec donc vous avez parlé pour votre région, mais est-ce que c'est national, c'est pas? Merci. Peut-être sur les questions de médiation sur les chiffres, j'ai ceux pour l'Île-de-France. On en est à 20-25 par an. Sur le succès, il est réel, hein, parce que sur les pourcentages, on a la moitié des médiations donc qui ont abouti à un retrait du recours. Dans 5 cas, les recours ont été acceptés, et seulement dans 5 cas, c'est-à-dire moins de 20%, le recours a été rejeté. Voilà, donc on voit bien sur ce pourcentage-là, mais il faudrait le consolider au niveau national, et je pense qu'on aura tous à peu près les mêmes statistiques. Je ne sais pas si tu les as, toi, Hilaire. Moi, je les ai aussi. On voit que ça aboutit à 75 ou 80% des cas à un accord. Donc c'est un processus qui est effectivement tout à fait utile. Et en revanche, ça conforte, monsieur le rapporteur, votre question, parce que c'est assez peu encore usité. 25 médiations sur les 50 000 ou 60 000 avis que nous rendons, c'est très peu. Donc c'est un dispositif qui mériterait d'être mieux connu parce qu'il est efficace. Il est efficace, il prend un petit peu de temps, mais on s'est organisé aussi parce qu'on a des délais réglementaires. Donc tous les mois, il y a cette commission, et puis s'il n'y a pas de recours, il tombe, mais c'est un dispositif très efficace. Je voudrais rebondir là-dessus, mais vous ne pensez pas que s'il y avait un meilleur accompagnement, parce s'ils avaient le temps de plus accompagner en amont les dossiers, et je ne parle pas que des secteurs protégés, sauvegardés, etc., il y aurait encore moins de recours? Il y en a peu. Il y en a peu de recours. Très très peu, c'est 0,002 ou 3%. Donc, en fait, le nombre de recours, dans la symbolique et dans l'esprit général, et d'ailleurs nos concitoyens assimilent l'ABF à la loi conforme, alors que c'est minoritaire dans ces actions. Et c'est vrai que le refus est dans notre époque où on n'accepte pas un refus. Ça a changé. Vous utilisez le terme de recours, oui. Mais vous nous donnez des chiffres en disant que suite à la médiation, il y a des recours qui sont retirés, qui tombent, d'autres où le refus est confirmé, mais vous ne donnez pas de chiffre de contentieux. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est la part. Alors elle doit être absolument minime, puisque déjà les recours, c'est relativement marginal, mais alors les contentieux, qui vont jusque devant les tribunaux, ça doit être tout à fait... Je l'ai, moi, sur 23 en Ile-de-France, c'est 8 recours. Voilà. Contentieux, OTA. OTA, au tribunal administratif. J'en avais 6 en 2019, j'en ai eu un peu plus en 22, mais c'est quelques unités au tribunal administratif. Donc c'est effectivement assez peu. C'est très peu. Sur combien? 23. Sur le nombre d'avis rendus, le nombre d'avis en Ile-de-France, je vais vous donner le chiffre. Je suis à 67 709 avis rendus en 2023. 67 709. Donc ça n'existe pas. Contentieux, c'est très normal. Voilà. Mais symboliquement, et un maire, vous l'avez dit, un maire qui est confronté à un refus, et puis peut-être dans certains territoires, il y a pu avoir ici ou là, il ne faut pas le cacher, il faut parfois quelques excès, on en connaît tous, mais ça a beaucoup plus de poids symbolique, j'allais dire, que réellement quand on regarde les chiffres. Quand vous dites 67 000, c'est quoi? Avis conforme qui est demandé ou tout? Les avis. Tous les avis des ABF. Tous les avis livrés par les ABF. Qu'ils sont amenés à émettre. Voilà.
d'actes. Voilà. Ouais. En Ile-de-France, 65 000, et on est à 490 000, 500 000 au niveau national. Donc voilà, mais les proportions, on va retrouver à peu près les mêmes partout. Hein. Voilà, le nombre de recours, je crois que Jean-François vous avez donné, enfin, c'est très très minime. C'est très très minime. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la médiation, c'est assez peu connu et ça mériterait d'être. Sur votre question, Madame la Présidente, sur l'émission de responsable unique de sécurité pour les cathédrales, ça c'était un sujet alors, qui a été traité dans le cadre du plan cathédral. Et une des conclusions, c'était d'ailleurs une de vos questions, un des groupes de travail là, qui se sont mis en place, c'était nos deux collègues de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie qui ont participé à ces groupes de travail, donc qui aboutit à un certain nombre de propositions. Alors qui ne sont pas tout à fait, je crois qu'elles ne sont pas encore tout à fait définitives, il y a encore des séances, mais ce qui est remonté, c'est plutôt de renforcer la capacité des ABF à exercer cette mission, notamment en mettant à leur côté toute une série d'assistances à maîtrise d'ouvrage, d'AMO spécialisés, sécurité incendie, sûreté, voilà, de manière à ce qu'ils puissent mobiliser des compétences qui effectivement dépassent largement celles de l'ABF. Et puis aussi s'adapter au métier. Moi j'ai connu des ABF qui étaient en cas de problème, la sonnerie de la cathédrale, c'était chez lui. Et un samedi à 5h du matin, c'est l'ABF qui habitait à côté qui allait. Enfin, c'est aussi des réalités concrètes que l'on a. Aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui ne pas. Hein. Donc, mais il faut voir aussi comment a évolué cette question de la sécurité et sûreté, l'appréhension que l'on a dans notre société. Jusqu'à Notre-Dame, les SDIS, les pompiers, considéraient qu'il n'y avait pas de problème de sécurité dans une cathédrale. La hauteur de l'édifice, le temps qu'un incendie se propage. Il n'y avait pas. Et d'ailleurs, sur l'incendie tragique de Notre-Dame, il n'y a pas de victime humaine. Mais moi, j'ai connu des SDIS, et c'était le cas dans mes fonctions antérieures dans l'Hérault, où le SDIS refusait complètement d'être relié, ou même de faire des visites de sécurité. C'était pas considéré, les cathédrales n'étaient pas considérées d'un point de vue sécurité comme des questions à risque. Donc ça a beaucoup évolué. L'incendie de Notre-Dame, il y a eu cette prise de conscience, il y a eu le travail qui a été mené par la DGPA dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, cette notion-là, elle est plus la même, et elle est plus la même pour nos ABF qu'elle l'était avant Notre-Dame. Voilà. Mais ce qui est ressorti des groupes de travail, c'est la nécessité de pouvoir disposer de compétences qui ne sont pas aujourd'hui celles des ABF et que les ABF puissent mener. Parce que pour répondre à votre question, si ce n'est pas l'ABF qui est conservateur d'édifices, c'est pas évident, parce que vous avez en plus la répartition en France depuis la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, vous avez un clergé affectataire, mais ce sont des propriétés de l'État. Oui. Ce sont des propriétés de l'État, les cathédrales. Oui. Certaines sont propriétés des collectivités encore, pour raison. Enfin. Donc ce sont des propriétés de l'État. Et si c'est pas l'ABF, qui est-ce qui peut? Alors vous évoquiez le directeur de la DDT ou autre, mais enfin on va retrouver les mêmes problématiques. Oui, mais le SDIS intervient sur une commune, par exemple, sur des bâtiments qui n'appartiennent pas au SDIS. Il appartient à la commune et il intervient, donc il pourrait très bien... Alors maintenant, c'est effectivement le cas. Un certain nombre de SDIS, je ne sais pas photographier, peut-être nos collègues de la DGPA l'auront, mais on a un certain nombre de SDIS qui ont accepté que les sonneries d'alarme soient reliées directement à leur centre d'intervention. Et quand vous dites que vous proposeriez une aide supplémentaire à maîtrise d'ouvrage, mais vous le prendriez où, cette aide supplémentaire? Sur des crédits, c'est-à-dire faire appel à des prestataires plutôt dans le champ privé, de la sûreté. Ah non, pas sur personnel UDAP, de faire appel plutôt à des sociétés spécialisées, des prestataires externes, pour venir épauler et accompagner les équipes le conservateur. C'est-à-dire que le conservateur puisse avoir une capacité de mobiliser. Donc ça demande un certain nombre de crédits, mais ça commence à être mis en place. Enfin, dans le plan pour les cathédrales, enfin, je ne sais pas si c'est votre commission, sécurité cathédrale, c'est un plan, c'est des programmes qui ont été vus et qui font partie des propositions qui ont été traitées dans les groupes de travail UDAP. En tout cas, pour nous, c'est peut-être vous posez la question laquelle vous paraît la plus importante à mettre en œuvre. Pour nous, clairement, comme directeur régional des affaires culturelles, celle-ci dans les toutes premières, au-delà des animations de réseau, etc. Mais cette question de mettre des moyens en place pour permettre l'exercice de la fonction de responsable unique de sécurité, c'est une priorité. Et j'ai
peut se dire maintenant c'est même une urgence. Sur les questions, Madame la Présidente, donc, alors sur l'exemple de la Bretagne, voilà, pour généraliser l'AMO Bretagne, c'est 3 ABF par département. Donc voilà, 3 ABF, et nous on est la moitié des départements qui ont un ABF. Donc ça veut dire 189 ABF. Donc il faudrait une centaine, au moins arriver à 2 ABF par département, 2 voire 3. Mais c'est peut-être aussi à expérimenter. Le Conseil d'État l'a vraiment bien traité dans ce rapport sur les derniers kilomètres. Ça mériterait en tout cas d'être expérimenté. Voilà, on est dans une période de raréfaction de l'argent public et des moyens publics, mais ça mériterait d'être porté. Et nous, comme DRAC, qui sommes en bout de chaîne, encore une fois, tout à fait modestement, en application de ces mesures, on ne verrait que de bon oeil ces mesures-là. Mais déjà, les efforts, et que mon collègue a rappelé, de mettre les effectifs à niveau nous ont pris pas mal de temps. Sur la question du guide, peut-être, je reviens en même temps parce que Marc Drouet nous avait fait une réponse assez longue aussi sur ce sujet. Et vous l'aurez dit, Madame la Présidente, qu'il a consacré dans son document stratégique toute une partie qui est relative à l'architecture, et notamment avec le point d'entrée principal qui est l'urbanisme. Voilà, donc documenter l'existant, travailler avec l'ensemble des services, archéologues, conservateurs, accompagner les ambitions. Donc il y a toute une partie que je vous transmettrai, mais qui est propre à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes sur ce travail qui a été fait sur ces guides-là. Et il citait notamment le site de l'Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand, en cours de reconversion, pour lequel le bâtiment va se transformer en bibliothèque. Donc là aussi, avec un récit du bâti qui a été mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Et peut-être sur les questions d'instruction, tu voulais... En fait, pour compléter ce que dit mon collègue, rappeler que les guides d'abord s'adaptent à la structure du bâti, aux typologies régionales. Donc les architectes des bâtiments de France travaillent déjà avec les collectivités, avec les départements, les CAUE, avec les EPCI parfois, pour définir des cadres d'intervention. Ils existent d'ores et déjà. On pourra en donner un certain nombre d'exemples. Si on prend l'exemple de l'Oise, par exemple, il y a une charte d'intervention sur les commerces qui a été définie entre la ville de Beauvais et l'architecte des bâtiments de France de l'Oise, et qui demeure une ligne d'intervention, notamment sur les SPR et sur un certain nombre de sites protégés. Donc chaque région a des spécificités, et rappeler aussi que cette coordination passe par la question de la promotion de l'architecture, et donc un travail de réseau d'animation que j'ai évoqué. Sur les Russes et sur les moyens supplémentaires via l'AMO, c'est déjà en œuvre avec les SDIS et également des prestataires, de façon à avoir une chaîne de sécurité. Le plus important, c'est la chaîne de sécurité. Quand vous posez la question qui à la place de l'ABF, ça pose la question de la départementalisation en réalité, à part la DDT, mais elle n'a pas les compétences. Évidemment, le rôle de Russe, ça suppose des enjeux importants. Nous soulevons d'ailleurs auprès de la Direction générale des patrimoines les astreintes. Moi, j'ai le droit à une tempête de grêle sur la cathédrale de Notre-Dame-d'Amiens. Le préfet m'appelle, j'appelle l'ABF. Puis il y a une chaîne d'alerte qui s'est faite de cette façon-là. Mais qui est sur place dans un département? C'est l'ABF, au chef-lieu de département, par nature, et qui est en proximité. Donc, d'une certaine façon, sa compétence doit être assortie des moyens complémentaires. Et je pense que la plupart des services départementaux d'intervention et de secours, aujourd'hui, procèdent à des exercices, travaille dans des périmètres. Dans le cadre de notre région, le préfet de région, Georges-François Leclerc, avait demandé que les 5 cathédrales soient l'objet d'une procédure d'alerte, de Soissons à Cambrai, en passant par Amiens, ce que l'on a fait avec un exercice grandeur réelle, ce qui n'avait pas été le cas pendant un certain temps. Et nous l'avons mis en œuvre pour être en relation directe avec les forces de secours et les risques qui vont avec. Et donc sur les guides d'intervention, ça suppose évidemment un grand travail interministériel, notamment avec mes collègues du périmètre ATE, je pense à l'ADREAL notamment, sur les enjeux d'aménagement paysager, d'aménagement écologique. On a à traiter, je pourrais prendre l'exemple de l'éolien, mais 25% du parc national dans la région Hauts-de-France, c'est un enjeu important. Et donc ça suppose évidemment un travail en amont des CDPS sur les très grands enjeux, qui sont d'ailleurs posés par les élus territoriaux. Je voudrais prendre un exemple axonais, monsieur le rapporteur. La butte où se trouvent les fantômes de Landowski. Bien, le chef du DAP a travaillé sur cet enjeu-là, sur la butte de Landowski, parce que le projet éolien était justement, si on prenait un cône de visibilité, totalement dans la perspective de Landowski. Or, c'est la mémoire aux soldats et aux hommes qui sont tombés au front.
Donc on a travaillé avec l'Adréal pour un traitement paysager de façon à intégrer cet ensemble. Et on pourrait prendre de nombreux exemples. Si on intervient très en amont avec les autres services de l'État compétents pour éclairer au final le représentant du gouvernement dans chaque département, le préfet, les choses peuvent se faire et peuvent s'améliorer. Donc effectivement, un traitement paysager, un traitement arboré, un déplacement léger peut aboutir à cela. Et c'est vrai que souvent, nos équipes, nos services sont pris dans des injonctions contradictoires en réalité entre les politiques de l'État. Je pense que nous sommes toutes et tous d'accord pour considérer que les paysages, c'est l'or de notre pays, c'est ce qui permet l'attractivité, le développement touristique, et l'un des rôles des architectes des bâtiments de France est justement d'en garantir la pérennité, l'aménagement, en conciliant tous ces intérêts. Et si je prends l'exemple de l'éolien, c'est précisément que dans chaque UDAP, il y a souvent un technicien, vous parliez des effectifs, à côté des ABF, 2, 3, parfois 1, avec le risque qu'il n'y a pas de substitution. Il y a des ingénieurs, des techniciens, des agents administratifs qui commencent l'instruction, qui co-instruisent et qui sont d'ailleurs très identifiés par les élus. Et dans le cadre des projets de service que nous portons dans chaque DRAC, moi j'ai demandé à chaque chef d'UDAP de faire une cartographie de son territoire et d'avoir le qui fait quoi. Ce qui suppose aussi, par rapport aux autres services de l'État, d'avoir un bon niveau de dialogue avec les élus et leurs représentants. Je pense par exemple aux assemblées d'élus qui se tiennent chaque année et régulièrement, notamment avec l'association des maires de chaque département. Je crois qu'il est souhaitable qu'il y ait un temps d'échange à ce moment-là et qu'effectivement il y ait cette identification des techniciens, des ingénieurs et des territoires avec un système de binôme, un ABF, un technicien. Et on pourrait donner, je vous donnerai un exemple de maillage qui est assez bien réussi dans la Somme, par exemple. Il y a 7 agents, il y a eu 7 agents dans la Somme, c'est pas une grande UDAP, hein, à peu près 4000 avis. Et il y a eu un travail fin qui a été réalisé par la chef de service pour identifier EPCI par EPCI, commune par commune, qui est l'interlocutrice et l'interlocuteur des pétitionnaires et des élus. Je pense que c'est un travail assez concret qui permet de mettre en œuvre une réalisation d'un service de l'État qui est visible, accessible et incarné. Alors se pose la question des points de blocage, qu'a soulevé monsieur le rapporteur. Ben, on peut intervenir et avec les évolutions, on a eu des concours qui ont été décidés, faire évoluer un certain nombre d'interlocuteurs à l'intérieur d'un service. Mais parfois c'est très contraint, ça vient de vous être rappelé, on peut avoir 4 agents dans une UDAP en milieu rural. Merci. Alors on va prendre toutes les questions. Donc Monique de Marco d'abord, ensuite Sabine Drexler et enfin Adèle Ziane. Merci. Je vais faire très vite, je ne vais pas lancer le débat sur l'éolien. Je reviens, c'est pas ce qui me manquerait. Moi, je reviens sur ce que vous avez dit rapidement sur la difficulté en termes de recrutement, d'inscription au concours. Et quand on a auditionné le président de l'ABF, il a également parlé de ce sujet en nous donnant quelques pistes, revoir le concours d'accès, revoir la formation à Chaillot, etc. Mais pour vous, que faudrait-il faire pour rendre cette profession plus attractive? Très court. Oui, alors j'ai également une question sur, ça c'est pour mon information personnelle, quelle école pour former un ABF? Est-ce que c'est seulement Chaillot ou est-ce qu'on peut faire ça dans d'autres écoles? Alors vous disiez qu'en fait les métiers étaient peu attractifs, mais est-ce que tous les postes d'étudiants sont occupés en ce moment? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes, de candidats en fait à ces écoles? Ensuite, une autre question pour avoir votre avis sur le DPE actuel, qui est obligatoire et opposable. Est-ce que pour vous, il est adapté au bâti patrimonial? Et dernière question, donc vous nous avez donné un petit peu d'espoir tout à l'heure en disant que la ministre s'était saisie du sujet de l'isolation extérieure. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Merci. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée et puis pour avoir permis aussi de remettre en perspective l'éventail, le panel, la diversité des activités d'émission. Ça a été évoqué par le rapporteur et la lourdeur de la tâche. Surtout quand on ramène ça avec les chiffres précis que vous nous avez donnés. J'ai commencé à faire des petits ratios, 500 000 dossiers à l'échelle de la France à traiter. On compte 189 agents, donc j'ai compté, ça fait 2500 dossiers par agent, grosso modo, avec voilà, une bonne productivité. Et quand on fait le ratio par rapport au refus et au recours, ça nous permet d'avoir une meilleure idée, d'où la proposition, le travail sur les médiations qui sont organisées, qui sont portées par les ABF. Je crois qu'on a bien aussi pris en considération les problématiques RH. Ça donne cet effet ciseau, hein, si on parlait d'un point de vue presque mathématique, avec une augmentation, une explosion du nombre de dossiers à traiter, mais des
des effectifs qui stagnent, voire qui baissent parfois, ou qui sont stables. C'est ça, monsieur le... Voilà. Mais ce que je voulais souligner, en tout cas pour ma part, en tant qu'élu de Seine-Saint-Denis, c'est le travail que nous menons avec la DRAC Île-de-France, dont je remercie le président et les équipes ici, en particulier, bien sûr, le président des Hauts-de-France, que j'estime tout autant, mais qui est parti dans les Hauts-de-France, mais avec qui j'ai eu plaisir à échanger. Moi, j'avais 3 points, effectivement, insister sur le point qui a été évoqué par monsieur Multon, sur ce trio, moi j'appelle ça ce trio entre l'ABF, les services urbanisme aménagement et l'élu, sur des dossiers pour jouer ce rôle en amont de médiation avec les pétitionnaires et essayer de déminer, trouver des solutions. Et je fais bien le distinguo, on en avait parlé avec la sénatrice Exner, entre les territoires très urbanisés et le milieu rural où les difficultés sont supérieures parce que parfois on n'a pas des services, des directions de l'urbanisme bien dotées. J'insiste aussi sur le travail qui est fait par les ABF, en particulier en Seine-Saint-Denis, sur un territoire en profonde mutation, où là aussi le regard et l'œil des ABF, et là c'est une proposition aussi que nous faisons, l'œil des ABF est essentiel en Seine-Saint-Denis avec ce patrimoine industriel qui est en pleine transformation et que nous voulons préserver en tant qu'élus sur notre territoire. Mais là, il faut être en capacité d'avoir l'expertise, le regard, et c'est ce que nous avons lancé par exemple la pleine commune avec des fiches patrimoniales qui sont revues en lien avec l'ABF de manière très affirmée, pointue, pour pouvoir travailler sur ce patrimoine bâti remarquable à préserver, et également les aspects de dimension paysagère. Et le point sur lequel je voulais vous entendre aussi, c'est sur ces questions qui ont été évoquées en creux sur le DPE, mais sur la dimension écologique, avec ce patrimoine industriel qui est en transition, en mutation, j'ai envie de dire, comment le corréler, l'adapter à ces normes écologiques qui sont parfois entrent en contradiction avec, lorsqu'on pense par exemple l'isolation par l'extérieur, qui ne peut pas toujours fonctionner. Ce sont des bâtiments anciens du 19e. Comment est-ce que vous travaillez? Quelles sont les préconisations que vous évoquez? J'avais entendu la proposition qui était faite sur la question d'un guide, peut-être avoir des précisions pour harmoniser, tant que faire se peut à l'échelle de notre pays, ces pratiques et ces préconisations. Une dernière, parce que, excusez-moi, alors je reprends. On a parlé beaucoup de recours, mais la DGPA nous a indiqué en réponse à notre questionnaire que les procédures de conciliation, à distinguer de la médiation, étaient abondamment utilisées par certaines DRAC, ce qui permettait d'éviter de nombreux recours dans certains départements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et si vous utilisez ça? Merci beaucoup, mesdames, messieurs les sénateurs, sénatrices. Peut-être sur les questions à la fois de Monique de Marco et de Mme Dexter sur la question de l'attractivité du métier et puis de la formation. Je crois qu'on a, nous, au ministère de la Culture, à faire un travail de pédagogie, d'explication de ces métiers. Et notamment, et nous avons pris cette initiative ici en Ile-de-France, et je sais que mes collègues le font, c'est d'intervenir maintenant systématiquement devant les étudiants des écoles d'architecture, pour expliquer ce que sont les métiers des architectes des bâtiments de France et les inciter à préparer les concours. Mais donc ça, c'est ce que l'on fait. On constate ce problème du concours, mais enfin cette question du concours, mais comment assurer l'égalité de tous pour l'accès aux charges publiques, qui est un principe constitutionnel, si on n'a plus de concours. Donc c'est une question qui est délicate. Mais ce travail de pédagogie en direction des étudiants, il faut qu'on l'amplifie, il faut qu'on le systématise, et il faut même, de mon point de vue, que ce soit presque un module, alors je sais que certaines des écoles le font, mais un module de formation dans une école d'architecture au métier du patrimoine. De manière, alors je ne sais pas si c'est en première année, en deuxième année, mais il faut qu'on ait un module de manière à ce qu'on sensibilise dès plus jeune âge. Et moi, je constate quand même que c'est des sujets qui intéressent. Quand on parle de patrimoine, ça intéresse, y compris les jeunes, mais il faut qu'on ait cet endroit pour leur parler et pour leur sensibiliser. Donc ça, peut-être pour l'attractivité. Je pense qu'on a aussi, nous, à mieux communiquer. Je sais que, alors, est-ce que c'est par des campagnes d'information nationales portées par le ministère de la Culture en direction de l'attractivité. Je crois qu'il faut qu'on utilise tous ces moyens. Et puis sur votre question, est-ce que c'est Chaillot, qui est le Chaillot a cette compétence-là, cette expertise de formation, et c'est aussi un gage de qualité
qui est donné. Mais est-ce que c'est demain la seule école qui peut le faire? La question n'appartient pas à nous les dragues. Nous, on peut que constater sur les dernières années quand même le faible nombre d'inscrits au concours et le très faible nombre de sorties, même si ça s'est remonté, je crois, pour la dernière promotion et qu'on est à 8 ou 10. Hein, mais voilà, on est vraiment au ras. Donc, je n'ai pas forcément une réponse avec vous, mais je partage cette préoccupation parce que nous qui sommes en bout de chaîne, utilisateurs, entre guillemets, des compétences ABF, on a ce sujet-là. Donc, sur la question du DPE là, que vous avez évoqué, que Adesiam a évoqué également, alors, il y a ce groupe de travail qui est pas de notre ressort, qui est piloté au niveau central par la direction des patrimoines. Hein. Je crois que c'est Jean-François Hébert en liaison avec le ministère de la Transition écologique. Donc, je n'ai pas d'informations sur ce qui ressortira, mais le sujet est pris en compte. Hein. Le sujet est pris en compte et je pense que la représentation nationale sera évidemment la première informée des orientations de ce groupe de travail. Merci pour l'appréciation portée sur le travail avec les collègues de la DRAC en Seine-Saint-Denis. C'est vrai que c'était un sujet qui est important. Le sujet du patrimoine industriel, il est évidemment concerné. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va concerner? Alors, on a quelques exemples quand même très réussis. On a eu, dans les fiertés françaises, c'est quand même, on peut le dire modestement, mais on a participé au travail de la Solidéo depuis maintenant 7 ans ou 8 ans, pour en amont concilier, donner toutes les autorisations. Et on a des sites extraordinaires, notamment en Seine-Saint-Denis, auprès du centre aquatique qui a été inauguré récemment par le président de la République, où on a gardé la façade de l'ancienne usine qui était ici. On a un peu plus loin la cheminée près du village des athlètes qui a été conservée. Donc ce travail en amont, on a montré sur des chantiers aussi importants que ceux pour les constructions d'ouvrages olympiques qu'il était possible de le mener, et donc ça nous a incité à le faire. Et c'est vrai que toutes les questions de conciliation de la transition qui est vraiment un impérieux sujet, il faut qu'on arrive à trouver les bonnes solutions pour le faire et pour garder ce patrimoine bâti remarquable. Puis peut-être vous dire également, et ça c'est une proposition très concrète, nous on croit beaucoup avec mes collègues DRAC que les périmètres délimités des abords, c'est une très bonne solution, vous l'avez dit, hein, c'est 3000 au niveau national, je crois, pour justement supprimer ces conflits. Je suis à 500 mètres, je suis d'invisibilité, je vois bleu plancher. Donc travaillons sur ces plans délimités des abords. Et nous, on a une proposition, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, qui est très simple à mettre en œuvre et qui immédiatement aura un effet, mais qui doit passer par la voie réglementaire. C'est la suppression de l'enquête publique, de l'obligation d'enquête publique, lorsque vous avez un PDA qui est inférieur au périmètre des 500 mètres. Supprime, ce qui est dans l'immense majorité des cas. C'est rare qu'on ait un PDA qui soit supérieur à 500 mètres. Mais on a, vous le savez, l'obligation de mener une enquête publique qui est prévue par le Code de l'urbanisme. Alors qu'on restreint. Et donc c'est une... Voilà. Et qui est prévu, puisque l'ABF travaille sur le Code du patrimoine, le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme. Et là, c'est au titre du Code de l'urbanisme. Voilà, donc c'est une proposition, nous, très concrète et qui est... non, réglementaire. C'est réglementaire. Mais nous, c'est issu du groupe de travail, et c'est mes collègues, notamment d'Occitanie, qui ont fait remonter. Si on supprime l'enquête publique, on va accélérer considérablement le délai, le temps, pour mettre en place des PDA. Parce que lorsque vous avez un périmètre délimité et qu'il faut lancer l'enquête publique, mais vous voyez la lourdeur. Eh bien oui, c'est une des raisons principales. Oui. Oui, mais lorsque vous êtes sur un site protégé monument historique, un édifice classé, vous avez ce périmètre des 500 mètres. Aujourd'hui, dans les nouvelles protections, on travaille quasiment en simultané pour créer le périmètre délimité des abords, en même temps qu'on va venir en CRPA pour présenter la protection. Vous voyez, parce que nous, notre philosophie, quand le sujet était venu, c'était mais on vient maintenant, venons en même temps en CRPA avec la protection et le périmètre délimité des abords qui va lier. Mais aujourd'hui, si vous voulez mettre en place un périmètre délimité d'abord qui soit inférieur, il faut cette enquête publique. Voilà. Donc si on supprime par la voie réglementaire l'obligation de l'enquête publique uniquement dans les cas où vous êtes sur un périmètre délimité d'abord,
une réduction, on va gagner un temps considérable. Alors là, on est clairement dans le travail de concertation que vous évoquiez, Madame la Présidente. C'est l'ABF avec le pétitionnaire. En général, c'est le maire. Le maire, ses services ou le président de l'intercommunalité. Et c'est là où le PDA va s'élaborer, très clairement. C'est à ce moment-là. Et c'est d'autant plus facile de le faire au moment où vous allez protéger, parce que tout le dossier est prêt. Enfin, c'est un travail d'instruction qui est sur pièce et sur place. Et donc, c'est beaucoup plus facile de le faire en même temps qu'on vient sur une protection. Je parle là pour les nouvelles protections qui arrivent. Après, on a le stock des anciennes, mais pour les nouvelles, c'est quelque chose qui est assez aisé. Et si on supprime l'obligation d'enquête publique, ça pourra le faire. C'est meilleur pour sensibiliser le maire. Oui. Exactement. Et puis on dit, voilà, monsieur le maire, mais on va protéger, mais bon, voilà. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, c'est automatiquement le rayon de 500 mètres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, un certain nombre de nos conflits, moi, je vois, c'est sûr. Incompréhension, mais je suis, et puis alors, on vous donne la photo, alors là, on a un bout de visibilité. En plus, la jurisprudence est assez fournie sur le sujet, donc on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et Madame la Présidente, donc pour votre question, donc sur les procédures de conciliation, effectivement, elles sont utilisées par la médiation que j'évoquais tout à l'heure. C'est notamment ce travail de médiation ou de travail d'information en avant qui fait qu'on les utilise avec mes collègues DRAC pour limiter, encore une fois, le nombre de recours. Bien. Moi, je voudrais illustrer par quelques exemples concrets. Le PDA, c'est ce qui permet à certains grands projets d'avancer, c'est un point de blocage. Sur des projets notamment de patrimoine industriel délaissé, les friches, sur lesquels on travaille beaucoup avec les préfets de région à travers le fonds friche. Ça m'occupe beaucoup, ça. Quand il y en a encore. La problématique, c'est souvent lié à un projet de reprise et de développement économique où, effectivement, si c'est un monument inscrit, je pense à une fameuse sucrerie dans la Somme, qui nous occupe beaucoup. Eh bien, le projet de développement, il permet à l'architecte des bâtiments de France de proposer un PDA adapté au seul périmètre du monument, à quelques exceptions près, et de faire un projet à côté qui permet à un entrepreneur, à un investisseur de réaliser ce point. Et c'est vrai que la démarche d'enquête publique sollicite d'abord un tour de table partenarial, un temps de concertation, un temps d'écoute entre le pétitionnaire, l'élu et l'architecte. Elle prend un certain temps, donc la réponse qui est proposée, elle est sur les futures protections en réalité. Et se pose la question de protection antérieure ou de périmètre entraîné, des abords entraînés par des productions, notamment en zone rurale, avec toute la problématique des cônes de visibilité, parce que l'aménageur va prendre un cône de visibilité, un champ de visibilité, et évidemment l'architecte des bâtiments de France va en prendre un autre. On retrouve aussi cette problématique dans les projets en rue, en cœur de ville. J'ai des exemples à Beauvais, par exemple. C'est le seul recours qui n'a pas été accepté par le préfet de région des Hauts-de-France, parce qu'une problématique de rénovation urbaine extrêmement importante dans un quartier populaire en transition et en transformation dans la ville-préfecture qui est Beauvais. Donc effectivement, dans la démarche de PDA, elle est exigeante, elle est complexe, et dans le champ réglementaire, le fait de réduire ce point. Après, il faut aussi dire les choses. Est-ce que nos services sont carapassonnés, sont équipés pour répondre on a rappelé les chiffres, 50 000 monuments historiques au niveau national, et évidemment autant de démarches d'accompagnement et d'exigence dans ce cadre. Voilà ce que je souhaitais dire. Alors, quant à la rénovation par ITE, évidemment, c'est un des très grands enjeux. Vous parliez des diagnostics obligatoires, évidemment, dans le cadre législatif de la transition énergétique. Et effectivement, il y a un groupe de travail de la sous-direction des monuments historiques et de la direction du logement, au MTE, qui travaille sur le patrimoine ancien pour construire une législation spécifique sur le patrimoine ancien. C'est une question très importante sur les cœurs de ville protégés, sur les SPR et sur le patrimoine en cadre, notamment des petites des petites villes et des villes moyennes. Et puis, quelle école pour transformer les ABF? Je pense qu'il y a un corps national avec il y a une partie patrimoniale et puis il y a une partie architecte urbaniste. Pour rappeler, il y a deux voies. Il y a une voie pour les architectes urbanistes de l'État qui travaillent au ministère de la Transition écologique, et puis avec des passerelles possibles. Mais je pense que justement l'adaptation au territoire, l'adaptation aux spécificités qui passe par des guides, passe aussi
par une école qui a des exigences, qui a l'historique, qui a des savoir-faire et qui travaille avec le réseau des écoles nationales d'architecture. Je crois que la clé, elle est, nous y sommes tous employés, à créer ces passerelles pour qu'il y ait des temps où les architectes des bâtiments de France, les architectes du patrimoine, présentent leur activité aux jeunes architectes qui se trouvent souvent avec des formations, je pense aux paysagistes notamment. Il y a beaucoup de formations de paysagistes. C'est le cas par exemple à l'École nationale supérieure de Lille, et évidemment ces temps d'échange en début d'année supposent, et dans l'exercice de tutelle qui est assuré par le ministère de la Culture, je pense que cette relation régulière qui passe par des ateliers, des webinaires, des temps de formation, elle est essentielle, et c'est un réseau somme toute assez important, mais qui forme les architectes de demain. Et dans notamment les questions de transition auxquelles sont confrontés l'ensemble du corps des architectes, ce sont également des architectes. Donc ils partagent un code de valeurs et un code de principe au niveau national. C'est un vrai sujet quand même. Alors, c'est bien payé au ministère de la Culture quelle équipe. Alors, ça a été résolu. Non, alors, ça a été résolu parce que c'était effectivement. On était intervenu auprès de Jean-François Hébert avec mes collègues de l'association des DRAC. Et depuis récemment, hein, c'est récent, monsieur, c'est récent, mais le niveau indemnitaire a été aligné au niveau du ministère de la Culture, parce que de manière générale, le niveau indemnitaire au ministère de la Culture était bas. On était. Voilà. C'est Hébert qui m'en avait parlé. Voilà. Et il a fait ce qu'il avait dit, Jean-François Hébert a réaligné. Donc là, on n'a plus de sujet de concurrence entre les deux ministères. Voilà. Non, parce qu'on considérait que travailler dans la culture, c'est sympathique, donc c'était pas nécessaire d'être payé en plus. Voilà, vous avez un métier sympathique. Exactement. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, d'autres remarques? Par contre, je renouvelle ma demande. S'il vous vient quelque chose en tête ou si vous souhaitez porter à notre connaissance d'autres choses, nous sommes preneurs. Parfait. Et puis peut-être de concerter avec nos collègues qui ont nourrir. Mais d'accord. Peut-être un point spécifique pour les Outre-mer. Oui, ça c'est une bonne idée parce qu'on l'a peu abordé. Oui. Bien. Je le note. Merci infiniment de vous être déplacé et puis pour la qualité de nos échanges. Bonne suite d'audition.